Bonjour, bienvenue dans le média Le Grenier, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs et entreprises qui font l'immobilier au sens large. Peu importe le domaine, investissement locatif, promotion, travaux, crowdfunding, tokenisation. Mon but est simple, c'est d'avoir une conversation pour découvrir leur univers dans les moindres détails. Je m'appelle Mickaël et je suis le cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à investir dans l'immobilier locatif. Nous sommes spécialisés dans la rénovation énergétique. En clair, les passeurs thermiques n'ont pas de secret pour nous. Alors si vous voulez découvrir le parcours de nos invités, leur motivation, comment ils font, abonnez-vous et rejoignez-moi dans cette conversation. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Grenier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gauthier Fontanel, qui est montpelliérain, on va dire. Pas de souche, mais oui, à Voilà. Montpellier, j'habite. Exactement. Ouais, non, c'est vrai que tu es un peu savoyard, je crois. Haut Savoyard. Au Savoyard. Il y a la couture, la haute couture, le Savoyard et le haut Savoyard. C'est vrai qu'il y a ce débat, ouais, c'est clair. En fait, j'ai voulu recevoir Gauthier parce que Gauthier, voilà, je voulais absolument l'avoir pour aborder la thématique du multi-investisseur. Comment on fait pour commencer dans l'immobilier ? Quels sont les avantages, les inconvénients ? On peut parler est-ce qu'on peut devenir rentier dans l'immobilier ? Combien on peut gagner dans l'immobilier ? Comment on peut en vivre ? Et j'avais envie d'explorer un peu tout ça. Et ensuite, comment gapper ? Peut-être de passer d'un investisseur locatif à effectivement d'autres métiers, d'autres choses, voilà. Connaître ton parcours. Donc, Gauthier Fontanel, dis-nous un peu ton parcours, peut-être personnel et professionnel, qui t'a amené à être investisseur immobilier. Alors moi, j'ai un parcours un peu particulier, parce qu'au départ, j'étais enseignant. Après, j'étais dans les écoles supérieures de commerce. Donc, j'avais plutôt une bonne situation. Puis, on en a un peu marre quand on arrive à un certain âge. Et moi, j'en ai eu un peu marre et je me suis donné un objectif. C'est comment je peux ne plus être dépendant d'un patron ou d'un employeur. Il y en a beaucoup qui se sont posé la question. Ouais, voilà. Et tout le monde, à un moment, se pose cette question. Ouais. Bon, après, c'est parce que j'ai eu quelques déboires avec des entreprises et des choses comme ça. Ça ne marchait pas comme je voulais. Comment je peux essayer de retrouver un peu d'indépendance, de liberté ? Et je me suis intéressé aux revenus passifs. Donc, j'ai suivi des mentors un petit peu sur Internet, sans trop savoir de quoi il était question. Et à un moment donné, je suis tombé sur un mentor qui est toujours le même. On dit que souvent sur YouTube, ce sont des vendeurs de rêves. Il y en a, effectivement, mais pas tous. J'en ai suivi un qui me semblait très bien. On pourra toujours en rediscuter. Mais... Tu peux citer si tu veux, je te mets à l'aise. Alors voilà, comme il m'a aidé, je le citerai. C'est Yann Darwin, Okay. voilà, donc aujourd'hui qui est sous Green Bull. Oui. Voilà. Et aujourd'hui habitant sur Dubaï. Donc moi j'ai suivi ces formations, j'ai choisi de me former pour comprendre ce qu'était l'immobilier. J'ai compris une chose, c'est qu'il y avait plusieurs manières d'investir et d'avoir des revenus passifs. Mais souvent, ceux qui commençaient par les revenus passifs ou qui arrivaient à atteindre un certain niveau de richesse avaient fait de l'immobilier. C'est toujours un peu difficile de se lancer dans les investissements parce qu'il faut apprendre beaucoup de choses. Moi, j'ai dit, je vais commencer par l'immobilier. C'est quelque chose qui me semble accessible, abordable. Je ne sais pas exactement comment. Donc, j'ai payé au départ une formation. Un peu cher, mais c'est pas grave. Il y a certainement un retour sur investissement. J'en avais besoin. Est-ce que tu l'as eu, ce retour sur investissement ? Je l'ai eu dès la première année. Ouais. Vraiment, je peux pas dire que ça a tout... Alors, je pense qu'il y a un coup de chance aussi. Je suis à Montpellier. À Montpellier, ce qu'on fait, ça marche. On va dans d'autres villes, c'est pas la même chose. Par contre, il faut le faire d'une certaine manière. C'est-à-dire que aujourd'hui, je me rends compte que ce que j'ai appris, beaucoup de gens en fait ne le connaissent pas. On se dit investisseur, mais on en discutait tout à l'heure, Mickaël. C'est qu'il y a investisseur, il y a investisseur. C'est un peu que le sketch des inconnus sur le chasseur et le chasseur, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce que je fais moi, je sais qu'il y en a peu qui le font. C'est pas pour m'envoyer des fleurs. J'ai suivi les formations, j'ai suivi à la lettre. Et voilà, en quelques années, j'ai changé mes revenus par le biais de l'immobilier par des revenus de type loyer locatif, enfin loyer, investissement immobilier locatif. Voilà. Parce que pour toi, là, tu donnes la définition entre deux types d'investisseurs, mais il y en a qui suivent des formations et il y en a qui n'exécutent pas.
Et souvent, ce qu'on nous dit, ce que j'entends, moi, c'est qu'il y en a une bonne proportion. J'entends 90-95%. Ah oui, j'ai les mêmes proportions que toi. D'accord. Bon, alors ces chiffres sont plutôt vrais. C'est-à-dire que se former sans passer à l'action, malheureusement, ça t'aidera pas beaucoup. Le point important, c'est de passer à l'action, avec le stress qui va avec l'inconnu, l'incertitude, gérer cette incertitude et se lancer. Moi, pour info, quand j'ai acheté ma formation, je l'ai partagée avec un de mes frères. Ouais. Mon frère, lui, ne s'est pas lancé dedans. Il ne s'est pas senti dedans. Il a voulu continuer son activité salarié. Voilà, il s'est rendu compte que ce n'était pas pour lui. L'immobilier n'est pas fait pour tout le monde. D'accord. Alors, tu vois, c'est intéressant. Alors, bon, ce n'est pas pour faire une fixette sur ton frère, mais c'est plutôt sur le profil. Qu'est-ce qui a fait qu'entre un Gauthier et, je ne sais pas son prénom, mais... Alors, on s'en fout, mais Kevin. Même aller plus loin, c'est Maxence et Thibaut. Thibaut, c'est un frère jumeau. Donc, je t'imaginais que... Alors, Thibaut, lui, il a voulu le faire, mais il habitait à Paris, donc c'était plus compliqué. Okay. Hein. C'est pour ça que je te dis, il y a aussi... le secteur. Ouais, j'ai eu une chance, c'est que j'étais à Montpellier. À Montpellier, ça va marcher, quoi. Ouais. Comme peut-être à Marseille, à Bordeaux, à Lyon. Voilà. Paris, c'est beaucoup plus compliqué. Mon autre frère, lui, était à Lyon, mais lui, il ne s'est pas senti dans ce job d'entrepreneur, d'investisseur, où il faut prendre des risques, il faut passer à l'action. C'est pas reconnu, ouais. D'accord. Tu pars, tu sors du cadre. Hein. Ah oui, oui. Tu sors du cadre. Oui. Tu vas voir la banque, on te regarde, on te dit, mais c'est quoi cet ovni ? Oui, regarde, je te montre les chiffres et puis d'un seul coup, ça fait tilt et tu comprends qu'en réalité, ça peut bien marcher. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup quand on entend des gens dire oui, l'immobilier, tout le monde peut en faire ? Oui, tout le monde peut en faire. C'est vrai. Bien ou mal. Ouais, mais après, il y a une histoire de volonté. Ah ouais. Et puis, il faut avoir le cœur bien accroché quand même. Parce que c'est pas un long fleuve tranquille, loin de là. Mais je pense que beaucoup ont entendu ces choses-là. Mais on peut tomber aussi sur des bonnes choses, avoir un peu de chance. Maintenant, aujourd'hui, ça commence vraiment à se compliquer. Si tu ne fais pas les choses bien dès le départ et à toutes les étapes de l'achat jusqu'à l'aménagement, la mise en place des locataires, ça peut mal se passer, quoi. À toutes les étapes, tu dois être bon, pour moi. Je veux dire, la plus importante, on dit toujours, c'est l'achat. Il faut que tu l'achètes en dessous du marché. Mais si tout le reste, tu l'as mal fait... Moi, je connais beaucoup de gens qui ne font pas attention aux locataires qu'ils mettent en place, mais ils en perdent toute la rentabilité parce que derrière, ils ne payent plus. Ouais. Donc, à un moment donné, tu as peut-être mal fait les choses. Il faut être bon jusqu'au bout, jusqu'aux travaux. On a dit qu'on en parlait aussi un peu des travaux, mais aussi la mise en place des locataires, l'aménagement. Il ne faut pas se tromper. Là, moi, le dernier... pourtant, je suis un investisseur plutôt aguerri aujourd'hui. Le dernier investissement que j'ai fait, ce n'est pas le meilleur. D'accord. Loin de là. Il y a un ou deux paramètres que j'ai mal gérés, peut-être un excès de confiance. Ouais. En tout cas, il ne marche pas aussi bien que ce que j'avais imaginé. Donc, je suis un peu déçu. Je m'attendais, on veut toujours faire mieux, mais là, je suis un peu déçu. Bon, on pourra y revenir si tu veux, mais par contre, moi, j'aimerais comprendre par quoi tu as commencé. Parce que, est-ce que tu as travaillé en même temps de tes investissements ? En fait, est-ce que ça s'est fait en parallèle ? Tu as tout quitté, tu as fait YOLO et je me lance dans l'investissement. Comment tu as géré la transition ? On fait jamais YOLO. Non, quand on part en tant qu'investisseur ou entrepreneur, il ne faut jamais faire YOLO. Et à un moment donné, il faut aussi voir la réalité en face. Moi, j'ai dit, je vais me former et j'ai fait les choses à côté. Donc, ça m'a demandé de beaucoup travailler parce que j'avais 2 activités en même temps. Ce qui est lourd des fois dans l'immobilier, c'est le départ. C'est-à-dire que tu as 6 mois, 8 mois, où c'est lourd parce qu'il faut aller chercher les apparts, il faut le rénover, il faut trouver la petite pépite. Après, une fois que ça marche, c'est moins compliqué. Mais ça dépend encore de la stratégie que tu as mis en place. Moi, j'ai fait le choix des colocations. Il y a un turnover important. Ce n'est pas comme si j'étais dans le nu. Par contre, ma rentabilité est bien plus importante. Ouais. Moi, ma stratégie était simple. Elle était de dire je change mes revenus par d'autres revenus que je maîtrise. Des revenus passifs. Donc, j'ai fait ce choix-là. Mais j'aurais très bien pu partir dans le nu et j'aurais pas eu les mêmes rentables, mais j'aurais pas pu changer de job. Donc, non, je fais pas yallah, on y va... c'est parti. Non. On fait des choses de manière très carrée. Moi, c'est quand j'ai commencé à atteindre à peu près le même revenu que ce que je gagnais que j'ai dit j'arrête. Ok. Voilà. Donc, il m'a fallu 2 à 3 appartements.
Ok. Sans rentrer dans les détails peut-être de tout ce que tu as fait, moi j'aimerais que tu me donnes justement 2 exemples. Peut-être l'un de tes premiers investissements, l'un des meilleurs que tu aies fait, dont tu es content, et peut-être nous parler du dernier et de voir un peu la différence. Parce que même si tu vois, tu es aguerri, tu l'as très bien dit, c'est que tu as eu peut-être un excès de confiance ou une mauvaise analyse peut-être de quelque chose. Mais c'est montrer qu'on peut faire quand même des erreurs, maîtriser peut-être. Et est-ce que cette dernière te met à défaut? Est-ce que tu vois un peu nous raconter un peu le plus et le moins de ces 2 cas concrets? Alors, le plus, c'était pas mon premier bien, même si je dis toujours que pour commencer, il faut pas se tromper. C'est-à-dire que si tu te trompes dès le départ, alors revois ta copie, tu t'arrêtes, tu revends et tu refais autre chose. Alors souvent, le premier n'est jamais parfait. Ouais. Mais on ne doit pas se planter. Mais on ne doit pas se planter. Ouais. Voilà. Si tu te plantes dès le départ, ne le garde pas. Ouais. Il ne faut pas mettre de l'émotion là-dedans. Tu t'arrêtes, tu revends et tu dis je me suis trompé. Comme on dit, tu fais amende honorable et puis tu repars sur autre chose. Donc moi, c'est plutôt le 3e qui a plutôt bien fonctionné. Maintenant, encore une fois, c'est des stratégies. Pour info, c'est un appartement qui est au 4e étage, sans ascenseur. À la revente, je ne sais pas ce que ça va donner. Ouais. Mais en tout cas, en termes de rentabilité, à un moment donné, celui-là me rapporte bien. J'ai fait une belle négociation, des beaux travaux, un bel appart. Il plaît beaucoup, il se loue facilement. Donc ça, c'est vraiment super. Il est sur Montpellier, nickel. Par rapport à un autre que je viens de finir, là, celui-ci est dans une autre ville. Alors, je tairai la ville, mais c'est pas Montpellier. Je pensais connaître l'ensemble des éléments. Et en réalité, c'est pas que l'appartement ne marche pas, ou que c'est simplement que je suis pas à l'aise avec le public qui est en face de moi, c'est-à-dire le locataire. Certains vont pouvoir faire des stratégies sur la base de la CAF. Moi, c'est quelque chose qui me parle pas. Je suis mal à l'aise avec ça. On peut toujours dire oui, mais ne t'inquiète pas. Moi, je suis mal à l'aise avec ça. Et il faut être à l'aise avec ce que l'on sait faire. Et dans les locataires que j'ai, je me retrouve avec des dossiers, des candidats qui ne sont pas à la hauteur de ce que je voulais. Donc, j'ai du mal à les mettre dans ma colocation. Je pourrais, pour te donner un exemple, j'ai 50 demandes, j'en mets 3. D'accord. Et il y en a 57 auxquelles je vais dire non. Ouais. On est un peu dans cet ordre-là. Okay. Quand j'arrive sur Montpellier, il y en a 15 qui se présentent. Il y en a entre 8 et 10 que je vais prendre. Donc, c'est autre chose, tu vois. Est-ce que tu peux donner des chiffres sur Montpellier pour voir un peu, pour que les gens se projettent, voir un peu si c'est possible ou pas possible? Premier achat 2019, j'en ai racheté un deuxième 2 mois après. Je sais que tu as accéléré fort. Identique, ouais, j'y suis allé fort au départ. Alors, c'était pas tout à fait en premier. En fait, je m'étais fait un petit peu la main. Ouais. J'ai triché un peu, en réalité. C'est que j'avais une maison qu'on avait avec mes frères. Et comme j'étais pas très aguerri sur les travaux, tout ça, j'ai dit je vais commencer petit. Et on avait une toiture à refaire et on avait des combles qu'il fallait refaire. Ouais. On en a eu quand même pour 60 000 €. Et il a fallu réimaginer. On a fait un truc extraordinaire en réalité parce qu'on a fait une pièce avec 3 mezzanines. Comment c'est possible? C'est parce qu'on avait un toit qui montait jusqu'à 6 ou 7 mètres de haut dans la pièce. Ah oui. Donc, on a pu faire quelque chose. C'est une vieille maison de 200 ans, ou quelque chose comme ça. Et donc, on a commencé à faire les travaux par ce biais-là. Donc là, après, ça a bien fonctionné parce que cette maison, on la loue en Airbnb et elle marche plutôt bien. Pour le premier achat que j'avais fait, j'ai acheté l'appartement. Tiens, je vais prendre cet exemple-là. Okay. J'en ai acheté un et j'en ai acheté un exactement le même, dans le même immeuble, juste à côté. Et pour te dire, les murs se touchent. C'est pas la même allée, mais les murs se touchent. D'accord. Les murs se jouxtent, comme on dit. Ouais. Il y en a un, je l'ai acheté 105 000 et l'autre, je l'ai acheté 82 500. Ouais. Quelle est la différence? À 2 mois de différence. Ouais, le même appartement, enfin, il est symétrique, c'est-à-dire que tu replies comme une feuille et voilà. Donc, il y en a un qui est tourné d'un côté et l'autre est tourné de l'autre, mais c'est le même balcon, quasiment. D'accord. Bon. La grosse différence, c'est qu'il y en a un où je l'ai acheté, il était en moyen état et l'autre, il était dans un état où quand tu rentres, tu ne te coupes pas parce que tu repars avec le tétanos. Ouais, tu fais vraiment attention à
quand tu rentres, tu te dis, il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais. Donc là, on était dans un contexte beaucoup plus compliqué, beaucoup plus de l'indivision, avec des gens qui n'avaient pas payé leur loyer, un appartement dégueulasse. Bah oui, mais justement, il m'a permis de le négocier. Donc là, à l'achat, tu imagines que sur un appartement identique, tu as, combien j'ai dit 22 000 euros de différence ou 22 500 euros de différence. Ouais, c'est le même. Et combien de mètres carrés? Alors, 70 mètres carrés. Donc, ok. Et pour l'info, c'est que, et ça a été une très bonne leçon, c'est qu'il y en a un, j'en ai eu pour 40 000 euros de travaux, et l'autre, 35 000. Ouais. Honnêtement, quand tu gagnes 22 000 et que tu payes 5 000 euros de plus de travaux, il y a une leçon à ressortir de ça. C'est que achète un bien bien pourri que personne ne veut et tu vas pouvoir faire des bonnes affaires. Ouais, mais ça, tu vois, même nous, quand la boîte de travaux, les gens ne le comprennent pas. Et quoi, ils comprennent pas, c'est pas qu'ils comprennent pas, mais c'est qu'en fait, on leur dit souvent, il vaut mieux négocier à l'achat. Et les travaux, même si tu mets 1000, 2000 ou même 10 000, j'extrapole parce que tu changes, c'est pas pareil. Un prix de travaux, déjà, tu l'amortis. Bon, le bien aussi, ça dépend, mais tu peux magnifier un produit, alors qu'un prix d'achat, c'est un prix d'achat. Magnifié. Ouais. C'est-à-dire que la réno, aujourd'hui, on est capable de faire des trucs extraordinaires. Ouais. C'est-à-dire que si tu as un petit peu des idées, si tu arrives à te projeter, tu peux faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, avec Pinterest, Instagram, tout ça, des inspirations, voilà. À toi, après, de savoir. Là où il faut, par contre, faire attention sur le fait de magnifier, c'est toujours bien garder en tête les surfaces dont tu as besoin. Je donne un exemple. En dessous de 8 mètres carrés, ce n'est pas considéré comme une chambre. Et en dessous de 8 mètres carrés, c'est compliqué de pouvoir louer ça comme une chambre. Je crois même que c'est en dessous de 9. Ouais, je crois que c'est en dessous de 9. Et voilà, 8 mètres carrés considéré comme un bureau, si j'ai mon souvenir. Donc, moi, par exemple, mes chambres, elles font jamais moins de 10 mètres carrés. Ouais. Voilà, point. C'est une règle que je me donne parce qu'en dessous, ça commence à devenir compliqué. Pour meubler, ou alors tu as une colonne qui se met là, qui te pose problème, ta chambre elle n'est pas tout à fait droite, tu sais pas comment agencer ton lit. Moi, j'essaie toujours de faire toujours les mêmes choses parce que c'est les choses que je maîtrise aussi au bout d'un moment. Hein. Donc je vais pas changer, comme on dit, une équipe qui gagne ou quelque chose qui fonctionne bien. Donc voilà, il y a des choses où il faut faire attention dans les travaux. Des fois, on va diviser, couper pour rajouter une chambre, pour donner un peu plus de rentabilité. Hein. On est là pour ça. Mais attention, on peut tomber sur des fois des choses qui... c'est mal vu. C'est mal vu. C'est mal projeté. Ouais, parce que des fois, tu peux faire trop peut-être. Des fois, ça se louera mal aussi. Ça se louera mal. Parce que là, tu as 70 mètres carrés, tu as fait un 3, 4 chambres. C'est quoi un peu tes standards là-dessus, toi? J'ai peur. J'ai fait un 4 chambres. Tu as fait un 4 chambres. Ouais. Donc, il est, à mon avis, très bien agencé. Ouais, il est bien agencé. Voilà. Il a fallu gratter 2-3 trucs, péter 2-3 cloisons. Tu as tout réagencé, quoi. Tout. Ouais, voilà. Ouais. Enfin, j'ai pas fait table rase, hein, mais j'ai ouvert certaines cloisons. J'en ai rajouté une. Il n'y a pas un grand espace commun, mais moi j'ai fait ce choix-là, je l'explique. Okay. Par contre, ils ont des belles chambres. Ok. Voilà. Ouais, du coup, tu as compensé par l'aspect privatif. C'est possible en tout cas. Ouais. L'aspect privatif est plus important que ce qu'on peut voir ailleurs. Pour les colocations, ça se justifie davantage. Voilà. Et là, on n'est pas sur des chambres à 10 mètres carrés, mais à 12, 13 mètres carrés. D'accord, ouais. Et tu te dis, mais sur 70, bon. Voilà. En réalité, il va faire 72, 73 à la fin. D'accord, ok. Bon, du coup, tu as fait ces premiers investissements sur Montpellier en colocation. Qu'est-ce que tu as fait après? Quel est ton parcours un petit peu? Tu t'es dit quoi? C'est quoi le cheminement? Alors, une fois qu'on a commencé dans l'immobilier, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à savoir dans l'immobilier. Il y a des choses que tu vas maîtriser, d'autres que tu ne maîtrises pas. Moi, la maison dont je t'ai parlé, il y avait une grange qui était accolée. Cette grange, il y a 4 murs, quoi, et un toit. Voilà, merci, au revoir. On a toujours rêvé, parce que ça fait partie de la famille, de le rénover. On a fait des plans, on a demandé des devis. Et pour te dire, on est passé de 200 000 à 500 000 euros et on ne sait même pas pourquoi. En devis de travaux? Ah ouais, en devis de travaux. Il y en a un, il te propose 200 000, les autres te proposent 500 000, mais tu ne comprends pas pourquoi. Parce qu'au bout d'un moment, tu te dis, bon, pourtant je m'y connais un peu, comment je vais faire pour ça? Donc on a décidé de diviser
Donc, on a fait de la division parcellaire. Il y en avait même un terrain plus loin. Et donc, on a divisé. Et là, ça nous a refait un peu de trésorerie. Donc là, en l'occurrence, on a pu revendre les 2 biens 150 000 euros Ok. pour pouvoir rebondir sur d'autres choses. Donc, l'idée, après, c'est de pouvoir enchaîner quand même. Ouais. Et quand tu commences à connaître un peu l'immobilier, tu te dis, l'argent que je vais en gagner, il faut le réinvestir dans autre chose. Donc, je ne peux pas rester uniquement dans l'immobilier. Il faut trouver des investissements. Moi, je pars toujours sur l'idée de faire au moins du 8%. Ouais. Donc, tu peux être dans les marchés boursiers, la crypto-monnaie. Tu peux être aussi dans les foncières. On en avait parlé tout à l'heure. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle ça de l'immobilier fragmenté, des choses comme ça. Ouais. Avec Brix, non, peut-être avec Brix aussi, fractionné, ouais, tout à fait. vrai, Que okay. j'ai trouvé le projet plutôt bon. Ouais. Même si aujourd'hui, on est passé sous un système obligataire. Mais je veux dire, c'est pas pour autant que c'est moins bien, c'est un peu différent, C'est mais différent. voilà, c'est très bien aussi. La foncière, on est une 120 associés, où on a acheté pour 4 millions de biens, 100 biens, 50 qui sont déjà qui fonctionnent avec des loyers de plus de 300 ou 350 000 euros à l'année. Voilà, et ça marche de manière assez passive. Donc l'idée, c'est de réinvestir. Pas uniquement dans l'immobilier, tu vois, je ne suis pas encore allé sur les CPI, mais j'y réfléchis aussi aujourd'hui. Il y a d'autres choses à voir, mais tu peux même investir dans l'immobilier en bourse. Tu vois, ça paraît bizarre, mais oui, il y a des choses que tu peux aller faire comme ça. Après, je pense que le but dans l'investissement, c'est de diversifier au maximum. Ok, parce que là, du coup, si on fait un petit truc, là, c'est que du coup, là, toi, tu as ton Airbnb, je crois, donc maison de famille, peut-être c'est ça. En Haute-Savoie. En Haute-Savoie, voilà. exactement. La Clément. La Clément, ouais, bon, je pense que tout le monde connaît, même si on n'est jamais allé, on connaît en tout cas. Ouais. Donc ça tourne, tu as 3 produits en fait, qui tournent. Et c'est qui le gère là-bas? En fait, maintenant, il y en a un. Non, on fait en sorte de... Là, maintenant, j'ai mis une conciergerie, mais je le gérais à distance. Donc, il y a un bien qu'on a vendu, un terrain qu'on a vendu. On a gardé, nous, notre maison qu'on met en Airbnb. Donc, il n'y en a qu'un qui est exploité, d'accord ? Les 2 autres sont vendus. Là, j'ai dû travailler aussi sur un autre terrain que j'ai optimisé auprès d'un promoteur immobilier. Alors là, je ne vais pas en parler parce que je suis en plein... en plein souci avec le promoteur immobilier parce qu'aujourd'hui, on est dans une conjoncture compliquée et le promoteur n'a pas pu honorer ses engagements, son contrat. Donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué, d'autant plus que ça fait plusieurs années que ça dure. Mais voilà, hein, c'est le jeu de l'immobilier. Hein. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne rebondira pas. Ça veut simplement dire que ça va nous prendre encore peut-être 1 an et demi. Vous ne pouvez pas vous désengager ? Alors si, on peut se désengager, mais en réalité, c'est que lui, il ne peut pas aller jusqu'au bout, il ne veut pas nous payer des indemnités d'immobilisation. C'est un sacré bordel. Et le but, c'est donc de repartir avec un autre promoteur, ou alors on le fait pour nous-mêmes. Alors ça m'apprendra aussi à le faire, sauf que voilà, on ne connaît pas tout. La vente VFA, c'est pas simple. Ou alors il faut faire aussi les aménagements nous-mêmes. Voilà, il y a plein de solutions maintenant, lesquelles sont acceptables ou non. C'est toujours une question de stratégie, de temps et de qu'est-ce que tu veux faire. Il faut te donner 2-3 trucs là. Ah bah je veux bien. Travailler dans ce milieu-là, je peux 2-3 trucs. Là. Voilà, mais si tu connais bien, je veux bien. Sur les process, en tout cas. Donc voilà, donc là il y a aussi ce bien-là. Puis après, j'ai 5 appartements en plus, sans parler des foncières. Et voilà. D'accord, ok. Ouais. Non, mais ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est qu'en gros, tu es monté quand même crescendo. Comme on dit, tu n'as pas fait YOLO en disant je quitte. Tu n'as pas regardé une vidéo YouTube en te disant bon, bah, écoute, c'est possible de devenir rentier immobilier. Tu as construit avec une vraie stratégie, avec des vrais objectifs. Et que quand ça a été permis, tu as lâché du lest, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, quand tu commences à prendre confiance, alors attention à l'excès de confiance aussi, hein, comme j'ai dit sur mon dernier appartement, mais ça te permet d'aller un petit peu plus loin dans un tiens, ça a marché là, tu prends un peu confiance, tu te dis, c'est toujours la même règle, hein, entrée, sortie, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que j'ai intérêt à louer ou à le vendre, fais tes calculs, prends ton Excel, voilà, c'est comme ça que tu vas apprendre, hein, tu vas passer du temps, tu dis mais... j'y ai passé un temps de fou pour comprendre ce truc-là. Ouais, et maintenant tu l'as compris, et tu l'as compris à vie. Et moi, c'est comme ça que je le fais. Des fois, je vais y passer 10 heures sur mon ordinateur. Ma femme me dit, mais comment tu fais pour rester sans bouger ? J'oublie même de bouffer. Mais c'est pas grave. Au bout des 10 heures, j'ai compris. C'est dans ma tête.
et je ne fais plus l'erreur. Il y en a, je discute avec certains investisseurs, je te fais 3 calculs dans ma tête, parce que ces calculs, je les ai fait des dizaines et des dizaines de fois. Et là, je lui dis, là, c'est rentable, et là, ça ne l'est pas, point. Après, toi, tu fais comme tu veux, mais moi, j'irai pas. Moi, j'irai, ou là, j'irai pas. Parce que si j'essaie un petit peu de calculer, tu as 3 colocs. Hein, tu vas me dire 4, si je suis 5. bon. 5 Ouais. de 3 chambres minimum. 4. 4 de toutes de 4 2 de 5. 2 de 5. Donc, 3 de 4 et donc 4 de 4, donc ça fait 16, plus 5 chambres, 21 chambres. Ouais. 22. 22 chambres. Ouais. Donc, ça fait plus de 100 000 euros de loyer par an, à peu près. Oui. Voire 150. Si on compte le Airbnb, ouais, on serait autour des 150. Ok. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà des chiffres, c'est que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Non. Et que, tu vois, ton premier, c'était le brouillon, deuxième brouillon, troisième le bon, quatrième bon, cinquième bon. Le sixième, c'est le dernier. Ouais, c'est le dernier, on va dire, c'est le 6e. Voilà. Du coup, est-ce qu'on peut dire, tu vas me reprendre, est-ce qu'on peut dire que ce 6e, qui est pas le plus bon, peut compenser? Parce que c'est ça l'immobilier, c'est qu'il y a des plus et des moins. C'est-à-dire le gadin de ce dernier, est-ce que ça te met à défaut? Parce que les gens ils peuvent se dire ok, c'est bon, il est large, mais ouais, il est large, mais peut-être pas. Ou peut-être tu peux te permettre de faire 1 ou 2 erreurs, mais aujourd'hui je peux. Voilà. Mais que l'immobilier, c'est un droit à l'erreur. Et ce que j'ai aimé, ce que tu as dit au début, c'est qu'aujourd'hui, quand nous deux, on a commencé, je sais pas, moi, j'ai une petite dizaine d'années que j'ai commencé à investir, je dis pas que c'était facile, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est qu'en gros, tu pouvais faire des visites, faire des offres d'achat, et ensuite, moins maîtriser la partie travaux, moins maîtriser la partie ameublement, moins maîtriser la partie gestion locative, dans le sens où les attentes locataires, les attentes étaient complètement différentes. Aujourd'hui, maintenant, tu dois faire la déco qui va bien, la plainte de finition qui est nickel, la gestion locative, être au garde à vous des locataires. Donc, il y a une rigueur sur toute la chaîne de l'investissement qui doit être supérieure qu'il y a une dizaine d'années. Ah oui. Et ça, moi, je l'ai constaté. Ah bah, toi, en plus, dans ce que tu fais aujourd'hui, oui. Et moi-même, en étant chasseur IMO, puisque je le fais aussi pour les autres, je me rends compte que même le client, entre guillemets, l'investisseur qui ne veut pas se casser trop la tête et qui passe par un chasseur IMO, lui-même, il nous reprend tous nos... Tu dis, ok, je veux bien, mais enfin, on a un peu l'habitude. Sache qu'il vaut mieux que tu mettes ce type de meuble qu'un autre. Voilà la peinture qu'il faut que tu mettes, voilà. Mais lui, ça lui convient pas esthétiquement. Il va falloir y faire plus attention. Et puis, on se retrouve aussi avec des locataires qui sont de plus en plus exigeants. C'est-à-dire que là, pas plus tard qu'aujourd'hui, on m'appelle en me disant le micro-ondes, il fait bip bip. Bah oui. Peut-être qu'il a arrêté de tourner. Peut-être à l'arrêt. Regarde, t'es pas à l'hôtel. Je t'ai confié mon appartement. Tu en es là le locataire, mais n'oublie pas que c'est toi qui vis dedans. C'est pas moi. Moi, je peux t'aider un maximum, mais de là à aller voir pourquoi ton micro-ondes il fait bip bip, j'avais pas ça avant. Je dirais que, alors je sais pas si c'est une génération aussi, parce que moi je vais me retrouver souvent avec des jeunes entre 18 et 30 ans, mais je trouve que les générations sont beaucoup moins débrouillardes qu'elles ne l'étaient avant. On doit s'occuper des chasses d'eau, il faut accepter, ça fait partie du job. Il y a des choses qui sont à valeur ajoutée, des tâches à valeur ajoutée, comme faire tes calculs, imaginer, projeter tout ça, négocier avec ton artisan, voir avec le notaire, comprendre ce qu'est une promesse de vente, un compromis de vente. Et puis des fois, il faut aller nettoyer les chiottes aussi, parce qu'ils ne l'ont pas fait et que tu as les toilettes, pardon, et que tu as la chasse d'eau qui est bouchée à cause du calcaire. Et apprends à le faire. Et moi, j'ai appris à le faire. Au départ, je n'avais pas envie de faire ça, et je l'ai fait. C'est pas que du bon, l'immobilier. Des fois, même quand tu as de la matière grise et que tu travailles, sans dire qu'on est les plus intelligents, je pense pas, mais on fait des petites tâches qui sont pas très agréables, mais il faut le faire. Voilà, ça fait partie du job. Et je pense que surtout, c'est que pour maximiser son investissement, si tu veux vraiment le maximiser, tu dois faire le maximum de choses. Tu dois savoir faire le maximum de choses. Et tu vois, tout à l'heure, tu me disais, nous on a une boîte clé en main dans l'investissement, mais on est,
OK pour une certaine typologie de personnes, d'investisseurs, qui veulent, être capables d'entendre de gréver un certain pourcentage de rendement parce qu'il y a une délégation derrière. Ouais. Mais ceux qui veulent maximiser, et c'est OK, je veux dire, il n'y a pas... tu vas avoir plus de rendement, plus de risques, mais tu vas avoir aussi plus d'emmerde. Plus de taux d'emmerde, exactement, sur la gestion du quotidien, en exploitation. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Il faut l'accepter. Ouais. Et souvent, je trouve, c'est pour ça aussi que nous, on a sorti un accompagnant, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas, qui veulent tout faire par eux-mêmes et qui n'ont pas les clés de départ. C'est ça. Tu vois Chacun son métier, moi, je dis toujours. Hein. Chacun son métier. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas comprendre. Moi, je suis pas plombier. Ouais. Je ne saurais pas faire de la plomberie, des soudures, mais je comprends tout. Ouais. Je suis là, je demande, on m'explique. Là encore, on est quel jour ? Hier. Ouais. Hier, je suis allé voir un copain qui faisait des travaux. Je lui ai dit, je viens t'aider gratuitement, mais tu me montres. Ah ouais, pour apprendre encore. Ah ouais, encore. Et encore. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu l'as fait comme ci ? Pourquoi tu l'as fait comme ça ? Alors après, est-ce que moi, je saurais le faire ? Peut-être. Peut-être mal. Ouais. Parce qu'il y a faire et faire, encore une fois. Tout à fait. Et par contre, je vais comprendre ce que j'ai sous les yeux. Je vais comprendre si l'artisan, il est bon. Parce que ça, c'est important, en fait. C'est de la gestion de ressources, à un moment donné. Hein. Ouais. Il faut que tu arrives à déterminer qui est bon et qui ne l'est pas. Je veux dire à Loïc, tu cherches un stage, non, peut-être ? Non, mais voilà, c'est important. Hein. C'est la gestion des ressources. C'est-à-dire que je ne serai certainement pas le meilleur plombier, le meilleur plaquiste, le meilleur peintre. Et par contre, je sais ce qu'il faut faire pour que ce soit bon. Si le gars il m'explique qu'il a mis tel placo qui n'est pas hydro, je ne sais quoi, je vais lui dire mais là, tu te plantes et je ne veux pas de ça. Bon, après, ce qui n'est pas évident avec toi, c'est qu'on a un peu le même profil sur l'état d'esprit. C'est-à-dire que je pense, si je résume, c'est que je pense que moi, il faut être un généraliste à 80% et ne pas être un spécialiste. Et que du coup, ce que tu dis, moi, c'est exactement ce que j'ai fait comme état d'esprit. C'est-à-dire que je voulais maîtriser de façon générale, grosso modo, pour ne pas me faire avoir. C'est ça. Voilà. Et on le duplique chez Green Living, mais je pense qu'un investisseur doit comprendre quand même. Nous, notre spécialisation, enfin si je peux dire nous, c'est pas... Alors toi, oui, c'est les travaux, parce que toi, tu t'y connais quand même beaucoup là-dedans, tu sauras. Mais là, moi, où je suis bon, ma valeur ajoutée, c'est la recherche de biens, c'est la négociation, c'est la compréhension du notaire, c'est la compréhension d'un dossier bancaire. Ouais, le montage d'un projet. Le montage d'un projet. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est quelque chose qu'on oublie en se disant « Ouais, mais moi, je sais faire l'immobilier. » Non. Moi, je ne savais pas faire. Et je vais te dire, j'ai investi en 2008, en juin 2008. J'ai fait du nu derrière. En juin 2008, s'il y en a qui se souviennent qui sont un peu vieux comme moi, en octobre 2008, crise des subprimes, on a perdu 25%. Ouais. 9 ans après, j'ai revendu à perte mon bien. Okay. Donc là, tu te dis, en tant qu'investisseur, je suis quand même vraiment mauvais. Et en plus, c'était une résidence principale au départ. Donc, je l'ai loué, mais je l'ai mal loué. Enfin, j'étais scandaleux. Avant ma formation, j'étais nul. Après ma formation et ma mise en action, je peux dire qu'après, j'ai été bon. Je fais ce que peu de gens font. Alors, mais parce que je me suis formé. Qu'est-ce que cette formation t'a mis comme claque ? Déjà que c'était possible. Déjà. Bon, c'est OK. Voilà. Okay. Non, mais parce que je disais... Ça peut paraître bête dit comme ça, mais... C'est des conneries, tu vois. Ouais. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des formations, des vidéos d'influenceurs ou youtubeurs, tu l'appelles comme tu veux. Attention, c'est aussi beaucoup marketing. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'informations, tu te dis, avec ce qu'il m'a donné, je vais pouvoir le faire. Ouais, on t'a juste dit ce qu'il faut faire. Mais pas comment le faire. Et pas comment le faire. Je suis d'accord. Et ton comment, là, va le chercher. Ouais. Et c'est ça que tu vas payer quand tu prends ta formation. Bah oui, parce que là, on va te donner les éléments. Alors, il y en a, ils vont dans le détail, il y en a, ils ne vont pas dans le détail. Moi, le mentor que j'ai suivi, il allait dans le détail. J'avais besoin de comprendre tout ça. Je suis même allé faire des recherches de l'autre côté, plus loin, par moi-même, pour y aller. Donc, la claque, c'est déjà de me dire que c'était possible de faire. Et ensuite, qu'il fallait maîtriser l'ensemble du process. J'ai pas dit être l'expert sur chacune des étapes du process, mais comprendre l'intégralité du process, de la recherche, parce que au départ, je recherchais des appartements, et moi, je te cherchais des studios, des T1, des T2, des T8, tout ce que tu veux, mais je perdais mon temps. Ouais. Je faisais n'importe quoi.
Et à un moment donné, j'ai plutôt mis en place des objectifs, des stratégies. Je dis comment j'atteins cet objectif. Est-ce que je l'atteins par le nu ? Non. Est-ce que je l'atteins par une société ? Non. Et je vais l'atteindre comment ? Ah bah tiens, en faisant du meublé, du LMNP. Ouais. Tiens, je vais le faire en nom propre, etc., etc. Mais ça, c'est les informations qui m'ont été données. Et à la fin, quand tu mets tout point par point et que tu fais en sorte de mettre en place ta stratégie avec tous ces éléments-là, c'est là où tu vas pouvoir être efficace. Et là, j'ai dit, moi, je vais chercher des appartements qui sont au maximum au minimum 65 mètres carrés et au minimum 80 à 100, 90 à 100 mètres carrés. Ouais. Donc, du coup, j'ai fermé mon entonnoir déjà. Ouais. Et je savais déjà ce que j'allais faire. Je n'allais pas faire du nu. Je savais que j'allais faire de la colocation. Je le savais parce que je sais que c'était haute rentabilité et que mon objectif était de remplacer mes revenus à court terme. Si aujourd'hui j'ai à refaire une stratégie, peut-être que j'irai voir les SCPI qui me rapporteront un rendement bien moins important. Mais moi, je gagne déjà ma vie avec ce que je fais. Ouais. Donc là, c'est un plus où je vais peut-être chercher 100, 200 euros de plus par mois, net d'impôts, mais je suis 2 fois plus passif. Ouais. À moi de choisir, mais c'est en fonction de la stratégie que je veux bien mettre en place. C'est quoi ta stratégie au départ ? Pose-toi cette question et ensuite tu avances. Parce que pour toi, à aujourd'hui, en 2024, quelle est la compétence, si on devait en choisir une, d'un bon investisseur immobilier ? La compétence, alors là, question piège. Ouais, celle-là, elle est piège. Tu as 10 secondes. Je dirais, pour un bon investisseur, la compréhension du projet avec toutes les législations qui vont autour, enfin toute la législation qui va autour. Là, nous, on est à Montpellier. On le sait qu'il y a eu des règles qui ont été mises en place, tu dois jongler avec. C'est comme si tu joues au poker et d'un seul coup, on dit, au fait, on change les règles. Ah ouais, mais attends, je suis pas prêt parce que moi, du coup, avec les cartes que j'ai là, normalement, je suis dans les clous. Mais là, vous me changez les règles. Va falloir donc que j'arrive à être agile. Bah tiens, c'est peut-être l'agilité alors. Ouais. Être agile par rapport à une situation qui n'arrête pas de changer. Alors, je vais pas parler du gouvernement et tout ça, mais plus j'avance, plus c'est dur. Ouais. Plus c'est dur. C'est-à-dire que tout se durcit, on a l'impression qu'on n'arrivera pas à atteindre les mêmes objectifs qu'avant. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais on n'atteindra peut-être pas les mêmes objectifs, ou alors il faut revoir sa copie. Pour info, donc dans la foncière dans laquelle on parle, et toi, je sais que ça te parle, je pense que tout ce qui est DPE A et B, aujourd'hui, va être la norme dans 10 ans. Donc, prépare-toi à ça. Si tu arrives à vendre du A et du B, ce sera bien mieux que si tu es sur du D ou de E, parce qu'aujourd'hui, toutes les tendances vont vers cette direction, en tout cas. Bon, en tout cas, la rénovation énergétique, on en parle. Nous, c'est notre quotidien, mais il y a beaucoup d'étapes avant d'arriver à A et B. Nous, on le voit. Si tu fais une monopropriété, pas de sujet. Si tu as pas de sujet. Tu as des sujets d'urbanisme, d'ABF en fonction des villes. Si tu fais du diffus, c'est honnêtement, nous, le plus haut qu'on ait fait, c'est B. On sait faire, tu vois. Le A est difficile dans le sens où tu peux pas toucher à l'enveloppe extérieure. Donc le A en copropriété est compliqué. Ouais. Par contre, le B, si tu peux mettre le bon épaisseur d'isolant, une PAC RR et la VMC, et quand j'ai dit ça, il faut dimensionner, parce que les gens, en disant c'est cool de dire je mets 8, 10, 12 d'épaisseur d'isolant, plus je mets une PAC, mais quelle PAC, quelle épaisseur, quel type de VMC, et de pouvoir dimensionner le tout, que ça rentre dans le moteur de calcul et que tu aies ta fameuse classe. Puis à la fin, tu as perdu 3 mètres carrés rien qu'en mettant tu te dis bon, ok. Exactement, le niveau d'épaisseur joue énormément sur le mètre carré, exactement. Ok, écoute, de toute façon, ce qui est aussi intéressant à creuser sur ton profil, c'est à un moment donné, ok, tu as fait tout ça, mais c'est quoi la next step ? Est-ce que tu t'arrêtes, tu continues ? Est-ce que parce que là où je veux t'amener, je te le dis de suite, c'est qu'en fait, je sais qu'on partage la même vision là-dessus, c'est qu'à un moment donné, pour être rentier immobilier, ou en tout cas ce mot qui est galvaudé aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut être rentier dans l'immobilier, vivre de l'immobilier, ou être entrepreneur de l'immobilier ? C'est quoi un petit peu, toi, ta vision des choses là-dessus ? Moi, je vis de l'immobilier. Aujourd'hui, ce sont des revenus passifs, mais ce ne sont pas des revenus
totalement passif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer... moi, j'ai fait le choix du haut rendement, haute rentabilité. Donc, ça me demande quand même d'être présent régulièrement, de régler des problèmes et pas que des petits. Ça, c'était ma stratégie. Moi, le next step, c'est de continuer ce que je veux faire. Mais cette fois-ci, aujourd'hui, je suis plutôt entrepreneur de l'immobilier parce que je travaille en fait beaucoup. Mais je pense qu'on est des profils un peu comme ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint un objectif, on est heureux d'avoir atteint cet objectif. On est accompli en faisant ce genre de choses. Et à un moment donné, je me suis retrouvé, je vais te dire, on est en quoi ? On est en 2024. En 2022, où je me dis, je m'ennuie. Je m'ennuie. J'en étais arrivé où je gagnais ma vie. Et si je voulais, je pouvais ne rien faire. Si j'avais tous mes locataires, voilà. Donc, j'ai investi dans beaucoup de choses après. Et puis, tu es un peu poussé en avant pour continuer. Là, aujourd'hui, moi, j'aimerais bien, bizarrement, retrouver un petit peu de tranquillité parce que j'ai beaucoup investi, où il a fallu beaucoup travailler parce qu'il faut les comprendre, tes investissements. Comme je te dis, je ne suis pas resté uniquement sur l'immobilier. Donc là, l'idée, c'est de trouver des revenus, mais plus que passifs. Enfin, plus passifs que ceux que j'ai aujourd'hui. Ouais, voilà. C'est surtout ça. Le next step, c'est ça. Et puis, n'ayons pas peur des mots, parce qu'en France, on a du mal à dire. Moi, c'est gagner encore mieux. Gagner plus. Alors, je fais ça pas uniquement pour l'argent, mais il est important pour vraiment te sentir en sécurité. Moi, je ne suis pas là pour me dire, je vais m'acheter un yacht derrière. Ce n'est pas du tout ça. Là, je suis dans une transition. Je gagne bien ma vie, mais je ne la gagne pas suffisamment bien pour tout arrêter. Je voudrais pouvoir limite m'arrêter, choisir après de faire ce que j'ai envie de faire, ou même qu'on fasse appel plutôt à moi sur mes connaissances, où ça vient seul, tu vois, ou, parce qu'à un moment donné, tu as atteint un certain step, comme si tu étais conférencier, on te demandait un peu ton avis. Donc, je ne suis pas encore là. J'ai gardé encore cette humilité, on va dire, parce que même si j'ai réussi certaines choses, je ne suis pas arrivé, quoi, comme on dit. J'ai encore plein de choses à apprendre, à connaître. Donc, l'idée, c'est aussi de trouver des projets plus ambitieux. Arrêter de faire du gagne petit. Voilà. Arrêter un peu, des fois, de faire du gagne petit qui s'ajoutent les uns aux autres et qui devient, après, assez chronophage, en réalité. Voilà. Ouais, après, quand tu gagnes petit, tu sais, après, c'est au niveau les stratégies. Tu as fait l'investissement locatif. Après, au-dessus, c'est pas au-dessus, mais pour moi, c'est une horizontalité. C'est que tu as plusieurs métiers dans l'immobilier, notamment marchand de biens. Tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai discuté avec des jeunes, des gens qui n'ont jamais fait d'investissement locatif et qui se lancent dans le marchand. Je trouve ça très dangereux. C'est dangereux. Parce qu'en fait, j'explique mon raisonnement parce que c'est que l'investissement locatif te permet à moindre frais, avec des erreurs mesurables et mesurées, de pouvoir apprendre le jargon, le vocabulaire, rencontrer des experts, artisans, notaires, voilà, et autres. Alors que le marchand, ton droit à l'erreur est quand même très réduit et que tu fais une faute, elle te coûte très cher. Et tu es un professionnel de l'immobilier. Hein. C'est-à-dire que tu n'as pas de recours, t'es beaucoup... Quoi. C'est pas que tu es moins protégé, mais c'est que tu pars à défaut, tu le payes lourdement. Quoi. Oui, puis trop lourdement. Tout à l'heure, tu m'as dit un truc très juste. Tu m'as dit tu vis l'immobilier, mais aujourd'hui, est-ce que tu es à défaut par rapport à ton investissement ? Moi, mon dernier investissement, à partir du moment où je suis allé chercher des hautes rentabilités, si je n'atteins pas la rentabilité que j'attendais, je ne suis pas dans le trou. Loin de là. Pourquoi ? Parce que je vais chercher de la haute rentabilité. Donc, si je ne fais pas du 15% et que j'en fais du 8%, ça va, hein, je ne vais pas mourir, hein, tout va bien. Par contre, c'est sûr que quand tu es marchand de biens et que les banques ne te suivent pas, puis que tu as investi 50 000, 100 000 et qu'à la fin, ça ne marche pas comme tu veux, que ta division, tu l'as mal faite et que tu n'avais pas prévu ce type de travaux, là, il faut avoir le cœur bien serré quand même. Il faut se rendre compte que derrière, le risque, il peut te mettre dans une situation compliquée pour plusieurs années. Moi, ou même toi, quand on est investisseur, déjà, en ayant la connaissance de l'investissement locatif, on comprend déjà certaines choses qui vont nous éviter certaines erreurs. Première chose. La deuxième, c'est que en ayant des loyers ou en ayant une activité à côté dans l'immobilier,
nous permet de voir venir. C'est-à-dire que moi, l'argent que j'ai, la plupart du temps, je n'achète pas une Lamborghini. Déjà, je n'ai pas l'argent pour ça. Si tes loyers étaient le cash, Ouais. c'est pas pareil. Bon, maintenant, je pourrais m'acheter autre chose. Mais ça n'a pas d'intérêt. Je suis investisseur. Je n'ai aucun intérêt à aller chercher quelque chose qui me coûterait bien trop cher. J'ai des enfants, je vais pas aller... je vais être sobre encore là-dessus. Je suis pas là à flamber. En plus, c'est pas ma mentalité. Et j'aime pas ça. Si c'est pour flamber, tu vas te retrouver dans des situations compliquées. Donc, je ne flambe pas. Ouais. Mais tu vois, on parlait du van tout à l'heure. Moi, j'ai investi dans des vans, enfin dans un van qui est le mien, mais j'aime ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est un plaisir que je me suis offert. Mais je sais que c'est un investissement aussi, un van. C'est-à-dire que ça décode beaucoup moins qu'une voiture et ça s'utilise comme une voiture aussi. Ouais. Donc, tu vois, c'est toujours réfléchi maintenant. Ouais. Le marchand de biens, avant de se lancer là-dedans, il faut connaître. Il faut connaître un minimum parce que ça peut te coûter tellement cher derrière que pour plusieurs années. Pour plusieurs années, mais aussi, c'est que ça... tu peux te griller auprès d'un réseau. Je veux dire, c'est que je pense que c'est... Pour moi, c'est l'effet paillette. L'effet paillette. Je ne dis pas qu'il y en a qui ne réussissent pas, parce qu'il y a des exceptions, il y en a toujours. Ouais. Mais par contre, je pense que pour le commun des mortels, c'est que si tu commences palier par palier, étape par étape, et que tu fais du marchand, vas-y, il n'y a pas de problème avec ça. Mais je pense que c'est une erreur stratégique de ne pas avoir fait quelques investissements, différentes stratégies, avant de pouvoir faire d'autres stratégies à plus fort rendement, plus forte marge. Mais les erreurs, en fait, tu vas pouvoir, en tout cas, plus les maîtriser. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est en faisant des petites erreurs qui vont te coûter un peu, mais ce n'est pas rédhibitoire, que tu vas pouvoir améliorer tes connaissances et ensuite passer à quelque chose de plus gros. Moi, à l'instant T, je vais passer certainement à plus gros. Je suis déjà un peu passé, mais parce que j'ai déjà cette connaissance-là. Sans cette connaissance, je ne crois pas que j'y serais allé. Là, tu vois, en allant voir comment ils font, etc., j'ai posé mes questions, encore une fois. Et non, j'y serais pas allé si j'avais pas fait du locatif avant. Parce que toi, là, aujourd'hui, le marché, tu le vois comment ? Mal. Non, quand je dis je le vois mal, parce que moi, j'ai une vision assez difficile de ce qui va se passer après. Là, tu vois, à l'instant T, on sait que on va toujours parler du taux d'endettement, on va toujours parler du taux d'usure, on va parler des crédits, enfin des taux d'intérêt. Aujourd'hui, on sait que ça va baisser. On sait qu'aujourd'hui, on est dans l'inertie où le marché immobilier n'avait pas encore tout à fait baissé. Aujourd'hui, on peut dire qu'il commence vraiment à baisser, avec des taux qui vont baisser aussi. Donc, les acquéreurs sont en position de force, mais pas tout de suite, parce qu'en fait, les vendeurs, ils ne veulent pas tout de suite vendre parce qu'ils ne veulent pas vendre. Là, je pense qu'on est dans une conjoncture qui devient un petit peu compliquée. Je ne sais pas exactement vers quoi on va. J'ai du mal moi-même à me projeter sur qu'est-ce qui va se passer. De mon avis au départ, là, comme ça, je pense que l'investissement va repartir à la fin de l'année. Et en 2025, il va reprendre ses couleurs. Maintenant, jusqu'à là, je pense que c'est un petit peu compliqué. Là, je pense que pour beaucoup d'investisseurs, même beaucoup de vendeurs, on est tous à se regarder, à savoir qui fait quoi. Mais il n'y a pas de mise en action. La mise en action, c'est quand même hyper important. Ouais, bah alors tu vois, alors forcément, je vais être un peu plus mesuré que toi. Pour la simple et bonne raison, c'est que l'inertie de faire un investissement est long. Ouais. Là où je te rejoins, c'est qu'en fait, les taux vont baisser. On n'est pas Madame Irma, on ne sait pas quand. Après, il y a des spécialistes qui se disent juin, fin d'année, 2025, peu importe. En tout cas, on sait qu'ils vont baisser. Par contre, ce que nous, on analyse, c'est qu'en fait, c'est qu'il y a une fenêtre de tir qui est faible, de quelques mois, où les prix sont baissiers, avec des taux d'intérêt qui commencent à baisser. Et que du coup, il y a une fenêtre de tir, moi, ce que je constate de plusieurs mois, où c'est là où il faut faire des offres, argumentées. Et plus tard, tu achètes un prix d'achat aujourd'hui pour négocier plus tard ton taux qui, lui, peut évoluer. Et en fait, il y a une fenêtre de tir qui est incroyable, qui n'est pas vécue, parce qu'en fait, la dernière vraie baisse, c'est l'année des 2008-2009 des subprimes. Aujourd'hui, on peut parler d'une baisse légère,
mais une baisse quand même. Ouais. Bon, ça dévisse pas. Il y a l'inertie encore. Qui Voilà. va Après, arriver, ça va baisser certains un peu secteurs, tu vois, Lyon, Bordeaux, Mm. on voit certains secteurs, certains arrondissements, parce que moi, j'aime bien parler de micro-marchés. plus. J'aime pas. Bon, voilà, on essaie, des fois, on est généraliste, mais Mm. il y a des micro-marchés qui baissent quand même de 10-15 points. Mais on va dire, c'est une grosse correction, je veux dire. Mais des villes comme Lyon, Bordeaux, Nantes, forcément, ça repartira. Je veux dire, c'est des grandes villes. Donc, il y a une fenêtre de tir qui est un peu bizarre en ce moment, où tout le monde est dans l'attentisme. C'est un peu ce que tu disais. Par contre, le temps que tu décides d'acheter, le temps que tu fasses ton financement, le temps qu'il y ait de travaux, il se passe 4, 5, 6 mois. Et là, on est quoi? On est au mois de mars, avril même. Ça t'amène ton projet, ton financement, septembre-octobre. Et tu auras de meilleurs taux. Bon, bref. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours des bons moments. Par contre, il faut savoir comment jongler dans les moments dans lesquels tu te trouves. Effectivement, ça peut être une belle fenêtre de tir à ce moment-là pour un investisseur qui pourrait demander des crédits au mois de septembre ou des choses comme ça. Ou alors, même si ce n'est pas le cas, le renégocier peut-être en 2025 parce qu'on imagine aujourd'hui que les taux d'intérêt ne peuvent pas rester à ce niveau-là et que l'inflation a commencé à être maîtrisée. Si on fait un peu de macroéconomie, on comprend ce que ça veut dire et on s'attend à ce que les taux d'intérêt baissent. Est-ce qu'ils vont baisser? Quand? On ne sait pas. Ouais, complètement. Mais ça ne peut pas durer. Exactement. Et encore, je ne t'ai pas parlé des passeurs thermiques parce que je ne veux pas non plus... Mais il y a aussi des sujets qui font qu'à un moment donné, l'inertie de l'immobilier est tellement longue qu'en fait, c'est pas parce que tu te dis je vais attendre. En fait, si la personne se dit j'attends 2025, elle n'aura pas un projet avant fin 2025. Donc il va se passer 1 an et demi. Moi, quand j'ai commencé, j'avais mis 3 mois à trouver un premier appart. Ouais. Et quand je t'ai dit, 2 mois après, j'en avais racheté un. Mais quand je t'ai dit racheter, c'est le compromis. Ouais. C'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai fait ma première recherche, où je partais n'importe où, puis d'un seul coup, j'ai commencé à dire, mais moi, il me faut du 65 mètres carrés, du 100 mètres carrés, etc. Et je veux faire des colocs, etc. En réalité, ça m'a pris 6 mois dès le départ, tu vois, 6 ou 7 mois, quoi. Et parce que j'étais pas bon au départ. Par contre, le deuxième, une fois que j'ai compris, que j'avais mis tous mes calculs, que tout était en tête, 2 mois après, il était acheté, quoi. Je veux dire, et j'en ai acheté un chaque année. Ouais. Et ouais, c'est avec le Covid, donc une fois que tu as tes schémas en tête, que tu sais qu'ils fonctionnent, ça va 2 fois plus vite. Mais au départ, tu piétines, c'est comme le sprint au départ, tu fais que des petits pas jusqu'à finir en allongeant le pas, parce que d'un coup, tu es en pleine vitesse. Après, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu as compris la mécanique, les fondations, et que tu as tes équipes, c'est que tu peux dupliquer un modèle, parce que moi j'aime bien dire à la phrase que l'immobilier n'est pas scalable mais duplicable. C'est réellement ça, c'est-à-dire qu'en fait quand tu as des process, tu les dupliques, et l'immobilier, c'est pas simple, mais si la personne elle a le cerveau bien fait, bam bam bam, tu as tes process, tu déroules. C'est plutôt bien dit de dire que c'est duplicable plutôt que scalable. Ben oui, parce qu'en fait, pourquoi je te raconte l'anecdote de cette phrase, c'est qu'en gros, quand on s'est lancé, c'était aussi l'avènement de concurrents tels que Mastéos. Ouais. Et du coup, vu que nous, on est hébergé aussi au village, donc on est identifié Startup Innovation, parce qu'on est, la petite parenthèse, c'est qu'on est capable, nous, de faire des bilans carbone sur chaque projet locatif. Donc ça, c'est pas revu, mais en tout cas, on l'a mis un peu de côté parce que aujourd'hui, la conjoncture a fait qu'on s'est recentré sur le métier investissement, rénovation énergétique. Et puis bon, c'est pas le but de parler de Green Living sur le podcast là, mais plutôt de Gauthier et son expérience. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, on est identifié comme ça. Donc du coup, on nous a posé des questions, levée de fonds, pas levée de fonds, bon bref. Et on a analysé avec Loïc. Franchement, on s'est dit pourquoi pas, on était prêts. On l'a pas fait. Donc spoiler, je commence par la fin. Mais parce qu'on s'est très vite rendu compte qu'en fait, scaler un modèle, c'est quoi? C'est-à-dire que tu as des process et avec le même nombre de personnes, tu peux faire plus. Mais quand tu fais de la chasse, ok, tu peux peut-être scaler un peu ta recherche de biens, mais les travaux, c'est impossible. Tu peux pas scaler les travaux. Il n'y a que des chiffres que tu peux scaler, entre guillemets. Ouais, mais c'est un tableau de bord, ça, Gauthier. Voilà, c'est ton tableau de bord. C'est-à-dire que ce que tu as utilisé pour un appartement pour gérer tes locataires, tu vas le réutiliser avec le même outil. Voilà, des choses de ce type-là. Mais à un moment donné, quand tu gères un locataire dans un appartement, tu ne gères pas le même locataire dans un autre appartement. Donc, tu ne peux pas te démultiplier. Tu vas dans l'un et dans l'autre.
Bon, voilà, donc c'est pas toujours scalable, mais plutôt duplicable. Je vais le déposer, ça. Ouais, c'est bien. Je le garde, je laisse à César ce qui était à César, Non, mais pas de problème. Franchement, je je m'en le fous. réutiliserai. il me Je plaît bien. m'en fous. Non, je m'en fous, mais par contre, c'est en fait, c'est un peu une punchline pour dire qu'en fait, c'est que quand tu as tes process et qu'ils sont bien faits et que tu as tes équipes, en fait, quand tu es bien entouré, l'immobilier, tu réduis grandement les erreurs avec des personnes de confiance, des artisans de confiance, des process, tu peux faire les choses. Voilà. Ça n'enlève pas le côté chef d'orchestre que tu as, mais punaise, ça t'enlève grandement. Moi, je le vois en gestion locative, c'est pareil. Maintenant, on a nos process, on a des personnes de confiance, ça déroule. Ouais, voilà. Moi, dans la formation que j'avais suivie, il m'avait dit trouve-toi une Dream Team. C'est vrai. Alors, bon, moi, je suis issu d'une génération. La Dream Team, pour nous, c'était l'équipe de basket NBA. Voilà, NBA qui était venue aux Jeux Olympiques et c'était l'équipe américaine. Mais tu comprends ce que ça veut dire, une Dream Team. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand il est bon, garde-le. Et bizarrement, les bons attirent les bons. Moi, les 3 premiers biens que j'ai faits, c'est le même artisan. Ouais. Ce sont les mêmes artisans. Ouais. Y a des trucs qui étaient bien, d'autres trucs qui étaient moins bien. Mais je sais que quand je lui ai dit, voilà, tu me fais ça le premier coup, il fallait que je me fasse comprendre. En plus, j'étais pas bon. La deuxième fois, j'étais meilleur. Il m'avait expliqué d'autres trucs. Tu me fais la même chose. Quand j'ai vu qu'il faisait des choses qui ne m'allaient pas, je pouvais lui dire. Et la troisième, ça s'est fait facilement, quoi. Ouais. J'avais plus besoin. Toutes les infos étaient déjà données. Donc, c'est duplicable, encore une fois. Exactement. Voilà. Mais bon, du coup, l'immobilier, on a compris que c'est une véritable passion. Ça, c'est une évidence. Une passion qui te fait vivre, mais quand même cramé par l'immobilier. Un peu cramé. Un peu cramé. Cramé par les âges. Non, c'est vrai qu'on en parlait juste avant, pas se cacher, mais il faut avoir l'état d'esprit qu'il faut. L'immobilier n'est pas fait pour tout le monde. Et si vous voulez faire quelque chose de bien dans l'immobilier, eh bien, formez-vous ou soyez accompagné. Point. Parce que moi, je rencontre beaucoup d'investisseurs. Ils me disent « Regarde ce que j'ai fait, c'est extraordinaire. » Et moi, je regarde les chiffres. Et c'est pas bon. Je suis désolé. Non, c'est pas bon. Moi, ce que tu as fait là, j'ai évité ces erreurs-là parce que je me suis posé les bonnes questions et je vais t'expliquer pourquoi c'est une erreur. Tu vois, quand je te dis, par exemple, le dernier investissement IMO, comme je suis allé chercher de la renta haute, si jamais ça ne marche pas comme je veux, scénario catastrophe, je suis pas pris à la gorge. Ouais. Et d'ailleurs, ce bien, il n'est pas catastrophique, il ne marche pas aussi bien que ce que je voulais. Mais après, on atteint un niveau de satisfaction qui est très haut pour moi. Je dis merde, il faut que ça fonctionne ce truc-là. Et pour moi, il fonctionne moins bien. Mais il y en a, ils seraient très, très, très contents d'avoir ce que j'ai. C'est une colocation que tu as fait ? C'est une coloc, oui, toujours. Ouais, parce que tu vois aussi, on est mal habitué aussi à Montpellier, dans les grandes villes. Ouais. Parce qu'à Montpellier, à une certaine époque, tu avais la rentabilité, le cash flow, le trésor positif qui allait bien, et la qualité des locataires en face. Oui, tout à fait. Quand tu changes de secteur, c'est souvent... les chiffres, c'est une chose, mais la qualité des locataires... peut-être qui est moins maîtrisable. Il y en a, quand je les ai vus dans ces deals-là, mais dans d'autres, qui sont d'ailleurs dans l'Hérault aussi, ça ne leur pose pas de problème de le louer à n'importe qui. Enfin, je ne veux pas être trop acerbe sur ce genre de choses, parce que chacun fait comme il peut, on n'a pas tous les mêmes moyens. Moi, je suis mal à l'aise. C'est-à-dire que demander à quelqu'un de payer son loyer 500 € et il a 700 € par mois, je trouve que c'est pas éthique. Je peux pas lui dire il te reste 200 € pour vivre. C'est pas possible. Il te faut un garant, il te faut une visa, il te faut quelque chose. Parce que moi, à un moment donné, je vais comme te demander mon loyer. Ben oui. Et si c'est en plus pour finir en procédure avec toi, non. Il me faut des gens qui sont en mesure de payer par rapport à la prestation que j'offre. Sinon, trouve-toi des appartements ou une chambre qui a 300 €. Alors, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais si ton budget te permet de ça, c'est très bien. Moi, je ne vais pas aller sur ce genre de choses. Ça veut dire que peut-être qu'il faudrait que je revoie à la baisse ce que j'attends de mes potentiels locataires, candidats en tout cas, pour que ça marche aussi bien que ce que je voudrais. Et j'aurais peut-être pas de soucis. Mais moi, je veux dormir sur mes deux oreilles. J'ai ce choix-là de me dire, je choisis mes locataires. Voilà. C'est un luxe.
C'est un luxe. Mais c'est vrai que dans certains secteurs, c'est plus facile que d'autres. Faut quand même se le dire. Bien sûr. C'est ça que j'avais pas bien certainement paramétré lors de ce dernier projet. Ok. On apprend. Ah ben oui, c'est Encore, sûr. et encore. Et encore, c'est pas fini. Et encore. Parce que bon, je dis que là, j'ai cramé, mais ça va quand même. Non, mais après aussi, on peut peut-être un petit peu conclure, mais en tout cas, je voulais vie pro, vie perso au niveau immobilier. Tu es accompagné dans la vie, tu as dit que tu as eu des enfants. Comment ça Elle participe avec moi. Ah, ok. Ouais, ça, je savais pas ça. C'est moi qui gère tout. Ouais. Mais quand on comprend ce qu'il faut pour utiliser le levier bancaire, j'ai tout intérêt à le faire avec ma fonctionnaire qui travaille à la maison. Oui, c'est un bon levier bancaire, ça. Non, et puis je la mets dedans. C'est une histoire de famille. Hein. Ouais. Quand ça marche, c'est cool. Quand ça marche pas, c'est pas cool. Mais il faut qu'elle te suive, hein, ta moitié. Si elle te suit pas, tu vas au-devant de sacrés soucis. Parce que l'immobilier, des fois, il faut y aller le dimanche. Hein. Ouais. Non, mais ça pique. Hein, mais ça... Ah ouais, ça pique. Hein. Là, voilà, quand on est fonctionnaire de l'autre côté, le dimanche, déjà le lundi, ils savent pas que ça travaille. Non, je déconne. Oh, puis, on le coupera, ça. Mais non, voilà, le dimanche, tu te dis, des fois, il faut y aller. Ouais. Donc, il faut que... c'est une discussion, un échange à avoir avec toi. Ouais, il faut une acceptation. Ouais. Et en fait, c'est bête à dire, mais c'est ton associé. Ouais. Quelque part. Ouais, je peux lui parler des soucis que je Ouais. C'est moi qui gère tout. Ouais. Mais là, tu vois, encore tout à l'heure, c'est elle qui allait me chercher des factures dont j'avais besoin. Elle va m'aider administrativement. Lorsque je lui parle de choses, elle comprend tout. Ouais, voilà. Moi, j'ai trouvé quelqu'un d'exceptionnel avec moi. Hein. Ah ouais. Vous êtes mariés ou non On est pacsés. Pacsés. Ouais. Aujourd'hui, ça revient quasiment au même. Ouais. pour les dossiers bancaires. Non, je déconne. Non, mais bon, il y a plein de gens, on l'a tous fait, quoi. Je veux dire, on s'est pas paxé pour ça, c'est pas ce que je dis. Mais... Moi, je l'ai fait. Mais j'en ai pas eu besoin. Ah, d'accord. Non, je me suis paxé, c'est parce que j'aime ma femme. Bien sûr, non, voilà, toujours, mais c'est vrai que voilà, ça joue aussi, mais bon, après. C'est plus, c'est pas tellement le Pacs, le mariage, c'est la vie de famille qui va dedans. Il faut que celui ou celle qui t'accompagne, elle soit d'accord avec tout ça, parce que ça te demande quand même beaucoup d'énergie. Il faut réfléchir, il y a beaucoup de choses à comprendre. C'est pas compliqué, mais c'est pas facile non plus. Non, mais il faut pas minimiser la charge mentale qu'un investissement peut comporter. Surtout les premiers, et surtout quand tu dupliques, tu dupliques les problèmes aussi, tu dupliques la gestion humaine, de la gestion des locataires, donc c'est à prendre en compte. Ouais. L'immobilier, c'est formidable, mais il faut comprendre aussi que d'un autre côté, il faut être accompagné, tel que des associés, quand tu montes des foncières ou que sais-je, il faut que ton compagnon ou ta compagne puisse aussi t'accompagner, voilà, pour faire de jeu de mots là-dessus, quoi. Je te dis, moi je fais une grosse partie, elle m'aide, et le peu d'aide qu'elle me donne, ou même l'écoute qu'elle me donne, c'est déjà suffisant pour que je puisse avancer. Mais si elle n'était pas prête à entendre tous les soucis qu'on peut rencontrer, je l'aurais vite gavé, quoi. Je veux dire, il y en a beaucoup, hein, des choses à comprendre dans l'immobilier, de l'achat jusqu'à la gestion locative. Hein. Donc, j'ai dit ça, j'ai pris le début, la fin, et il y a 18 étapes au milieu. Hein, donc, c'est comme ça. Mais c'est important, et c'est bien important de le mentionner. On arrive à la fin, là, Gauthier. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais obligé de parler, de dire, d'évoquer? Non, moi, on a parlé de moi, mais moi, je peux parler de toi aussi. Je trouve que la démarche que tu fais sur Greenly, tout ça, est très bonne parce que ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que faire de l'immobilier tout en pensant au développement durable, etc., aujourd'hui, c'est essentiel. Moi, je ne suis pas l'écolo de base ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est bien d'aller dans ce sens-là. Et donc, je te félicite pour ça. Voilà. Bon, c'était pas prévu, mes chers amis, mais bon. Alors, je te le dis. Non, mais ok. Alors, juste, je fais un bémol, mais c'est pas. C'est qu'en fait, tu vois, le mot écolo, nous, on nous a un petit peu identifié aussi un peu comme ça. Je le dis et je le répète à qui veut l'entendre, on n'est pas des investisseurs écolo. On ne l'est pas. Pour plein de raisons, et notamment que pour moi, c'est péjoratif. C'est pas. Voilà. À tort ou à raison.
certains auditeurs ou auditrices pour qu'on débatte. Nous, on s'estime être une boîte engagée. Et pour moi, je fais la différence. C'est-à-dire qu'on fait... Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, on n'est pas parfait, mais on fait beaucoup plus que la moyenne. Voilà. Mais vraiment, vraiment beaucoup plus. Et quand je dis tout à l'heure, on est capable de faire des bilans carbone, c'est qu'en fait, nous, techniquement, juridiquement, opérationnellement, on est capable de faire des bilans carbone, mais le marché n'est pas prêt à le payer, n'est pas prêt. Bref, pour un tas de raisons. Ceux qui sont prêts aujourd'hui en connaîtront les bénéfices à terme. Certainement. Par contre, il y a un levier ou une étape avant, c'est de dire, OK, comment on fait pour faire de bonnes rénovations énergétiques A, B, C ou D. Et nous, je l'ai dit ou je le redis, on a un bureau d'études intégré, donc ce qui fait qu'on a une certaine valeur ajoutée. Donc, et je ferme la parenthèse. Mais le truc, c'est que oui, on est très conscient de ce qu'on fait et on veut faire connaître. C'est aussi pour ça que ce podcast existe, c'est pour le faire connaître davantage. En tout cas, que l'aura Green Living et Tréma, en tout cas l'univers de ce qu'on a construit avec Loïc, soit le plus répandu. Et puis voilà. Mais aussi, le podcast est là pour rencontrer des gens comme toi. Parce qu'en fait, moi, j'adore l'expression la vraie vie. C'est-à-dire que l'immobilier, c'est une chose, c'est magnifique, c'est super, il faut en faire, mais qu'il y a un discours de vérité à avoir d'un autre côté et qu'il faut en avoir conscience. Et que si tu en as conscience et que tu déroules, avec ou sans Green Living, tu vois, franchement, moi, j'ai rien à faire. Mais par contre, vas-y, il faut y aller. En étant conscience, parce que la vraie vie n'est pas évidente, mais il faut faire en étant entouré. Mais c'est sûr que tu veux être milliardaire dans l'immobilier, ça va te mettre du temps. Non, mais par contre, il est possible de faire beaucoup de cash, beaucoup de choses, et si on est purement capitaliste, beaucoup de choses dans l'immobilier, mais du moment donné où il faut entreprendre dans l'immobilier, et pas vivre de l'immobilier. Et tu es un exemple, tu es concret. C'est pour ça aussi que maintenant, tu vois... Toi, en fait, pour résumer et pour conclure, mais c'est bizarre, c'est moi qui vais plus ou moins conclure, mais c'est que tu as eu toujours cette vision d'entrepreneur dans l'immobilier en passant par la case de vivre de l'immobilier, si je ne me trompe pas. Ouais. Voilà. Et c'est qu'en fait, c'est qu'il faut avoir ça en tête. La nuance avec toi, elle est là. Ouais, tout à fait. Au départ, je voulais vivre de l'immobilier. Je peux te dire que j'en vis, mais je suis obligé d'entreprendre dans l'immobilier pour pouvoir avancer, parce que c'est du taf. Il faut comprendre beaucoup de choses. Voilà. Bon, ok. Voilà. Bon, en tout cas, Gauthier, merci beaucoup merci à toi. Ça a été un réel plaisir. Moi aussi. Et puis je pense que l'épisode plaira énormément et que si les gens ont des questions, où est-ce qu'on peut te trouver? Où es-tu présent, toi? LinkedIn, Insta, Facebook? Ouais, je suis sur Facebook. Moi, je suis un vieux. Donc Facebook ou Instagram. Voilà, ça s'appelle GotInvest. GotInvest? Ouais, GotInvest. Donc, tu peux l'épeler parce que... GAUTINVEST. Voilà. Ok, d'accord. Sur Instagram de préférence. Instagram ou Facebook. Voilà, les gens peuvent te contacter, conseils. Tout à fait. Voilà, conseils. Tu fais un peu de chasse, je crois, de mémoire. Chasse, voilà. Je fais de la gestion de patrimoine aussi. Exactement. On est obligé d'y aller un petit peu. Non, mais t'es multicasquette, effectivement. Il faut. Quand on est investisseur, on est entrepreneur. Voilà. Exactement. Bon, merci à tous. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Bye. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a plu. Mais bon, on va pas se quitter comme ça. Et il existe 3 moyens pour continuer ensemble. Le premier, c'est de me faire des retours. Je réponds à tout, croyez-moi. Le deuxième, c'est une newsletter. On parle immobilier, bien évidemment, stratégie immobilière, mais on partage aussi nos dernières opportunités, ou si tout simplement, vous pouvez découvrir l'avancée de notre aventure chez Green Living. Le troisième moyen, c'est qu'on est expert en investissement locatif. On accompagne les particuliers à investir sous 2 verticales. Soit clé en main, on fait tout, chasse, rénovation, ameublement, gestion locative, ou avec notre accompagnement en plusieurs sessions. C'est vous qui faites, mais on est à vos côtés à chaque étape. Voilà, de toute façon, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à très bientôt. Ciao.